Diez cette vérité réelle cachée pendant des années. Diez ou d'ouverture. Imaginez découvrir que votre vie entière repose sur un mensonge. Que la personne que vous croyez être n'existe pas. Que votre identité a été volée avant même votre premier souffle. Pendant des décennies, des vérités terrifiantes ont été enfouies. Des familles brisées. Des secrets d'État. Des crimes impunis. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ces histoires authentiques qui ont choqué le monde entier. Cette vérité que personne ne voulait révéler. Diez Histoire 1, les bébés volés d'Espagne. Diez Contexte. Espagne, années 1950 à 1990. Sous la dictature de Franco, puis en démocratie, un système criminel opère dans l'ombre des maternités. Des nouveau-nés sont arrachés à leur mère. On leur annonce que leur enfant est mort. Mais c'est un mensonge. Diez les victimes. Maria José Cruz cherche sa fille depuis 1982. On lui a dit que son bébé était décédé quelques heures après l'accouchement. Pas de corps. Pas de certificat. Juste un silence glacial. Iné Madrigal découvre à 49 ans qu'elle a été volée à la naissance. L'homme qu'elle appelait père était en réalité un médecin complice du réseau. Diez le système. Des religieuses, des médecins, des fonctionnaires collaborent. Les bébés de mères célibataires, pauvres opposantes politiques sont vendus à des familles aisées. Les actes de naissance sont falsifiés. Les corps de bébés morts sont réutilisés pour simuler des décès. On estime à plus de 300 000 le nombre d'enfants volés entre 1939 et 1987. Diez la découverte. En 2011, une juge espagnole, Baltasar Garzón, ouvre une enquête. Des milliers de témoignages affluent. Des mères brisées. Des enfants devenus adultes cherchant leur identité. Iné Madrigal porte plainte contre le docteur Eduardo Vela. C'est le premier procès pour vol de bébé en Espagne. En 2018, le médecin est acquitté. Trop vieux, disent-ils. Trop tard. Diez l'impact. Des associations comme « Tous les enfants volés sont aussi mes enfants » continuent de chercher la vérité. Des tests ADN révèlent des retrouvailles bouleversantes. Mais pour beaucoup, la justice ne viendra jamais. Le silence institutionnel a protégé les coupables pendant près de 40 ans. Diez Histoire 2, l'expérience Tuskegee 40 ans de torture médicale. Diez le début. Alabama, États-Unis, 1932. Le service de santé publique américain lance une étude sur la syphilis. Officiellement, pour comprendre l'évolution naturelle de la maladie. Officieusement, pour observer comment des hommes noirs meurent lentement. Diez les cobayes. 600 hommes afro-américains pauvres de Tuskegee sont recrutés. 399 sont infectés par la syphilis. On leur promet des soins gratuits pour leur « mauvais sang ». En réalité, ils ne reçoivent aucun traitement. Diez la trahison. Pendant 40 ans, les médecins observent. Ils notent. Ils dissèquent les corps après la mort. Même après la découverte de la pénicilline en 1947, ils refusent de soigner. Les hommes deviennent aveugles, paralysés, fous. Ils infectent leurs épouses. Des enfants naissent malades. Diez la révélation. En juillet 1972, le journaliste Jean Heller révèle l'affaire. Le scandale éclate. L'expérience est arrêtée immédiatement. Le bilan est accablant, 128 morts, des familles détruites, une confiance brisée à jamais. Diez les conséquences. En 1997, le président Bill Clinton présente des excuses officielles aux survivants de l'expérience de Tuskegee. Il reconnaît un profond manquement moral. Mais à ce moment-là, seuls 8 hommes sont encore en vie. Pour les autres, il est trop tard. Cette affaire laisse une cicatrice durable. Aujourd'hui encore, elle alimente la méfiance de la communauté afro-américaine envers le système médical américain. Diez Histoire 3, le pensionnat canadien de Kamloops, les tombes oubliées. Diez le système. Canada, de 1831 à 1996. Le gouvernement canadien, avec l'appui des églises, met en place un réseau de pensionnats autochtones. Le but est clair, assimiler de force les enfants. Leur langue est interdite. Leur culture est détruite. Les châtiments sont violents. Les abus sexuels fréquents.
Plus de 150 000 enfants sont concernés. Kamloops. Le pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, fonctionne de 1890 à 1978. Des milliers d'enfants y sont envoyés. Beaucoup ne rentreront jamais chez eux. Pendant des décennies, les familles demandent des réponses. On leur parle de maladies, de fugues. Mais aucun corps n'est rendu. La découverte. En mai 2021, un radar à pénétration de sol révèle l'impensable. Sur le terrain de l'ancien pensionnat, 215 tombes d'enfants sont découvertes. Sans nom. Sans pierre. Le plus jeune avait 3 ans. Le pays est sous le choc. L'onde de choc. La découverte de Kamloops n'est que le début. D'autres communautés autochtones lancent des recherches similaires. À Marival, en Saskatchewan, 751 tombes anonymes sont localisées. À Brandon, au Manitoba, plus de 100 autres. Le chiffre réel pourrait dépasser 6000 enfants morts dans ces institutions. Des générations entières ont été marquées. Des parents n'ont jamais su où leurs enfants avaient été enterrés. Des survivants racontent la faim, les coups, les abus, les disparitions nocturnes. Pendant plus d'un siècle, le système a fonctionné sans véritable contrôle. La vérité officielle. En 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada parle de « génocide culturel ». Des excuses sont présentées. Des indemnisations sont promises. Mais pour beaucoup, cela ne suffit pas. Les tombes sont là. Les preuves sont dans le sol. Et la vérité a mis trop longtemps à émerger. Histoire 4, l'affaire thalidomide, le scandale pharmaceutique. Le médicament miracle. Allemagne, 1957. Le laboratoire Grunenthal lance la thalidomide. Un sédatif présenté comme sûr, même pour les femmes enceintes. Il soulage les nausées matinales. Il est vendu librement dans 46 pays. Le succès est immédiat. Les signes ignorés. Dès 1959, des médecins observent une explosion de malformations congénitales. Des nourrissons naissent sans bras, sans jambes, avec des organes internes gravement atteints. Les alertes se multiplient. Grunenthal nie toute responsabilité. Le déni. En 1961, le pédiatre Widuquin Lenz établit formellement le lien entre la thalidomide et les malformations. Il alerte les autorités. Il demande l'arrêt immédiat. Le laboratoire refuse, menace, discrédite. Les ventes continuent pendant des mois. L'arrêt tardif. En novembre 1961, sous la pression médiatique et médicale, la thalidomide est enfin retirée du marché allemand. D'autres pays suivent, mais trop lentement. Des milliers de femmes ont déjà pris le médicament pendant leur grossesse. Le mal est irréversible. Le bilan humain. Entre 10 000 et 20 000 enfants naissent avec des malformations sévères. Beaucoup meurent avant l'âge d'1 an. Les survivants vivent toute leur vie sans membres, avec des organes endommagés, dépendant de soins constants. Les familles sont brisées. Grunenthal n'est jamais condamné pénalement. Le laboratoire ne présente des excuses publiques qu'en 2012, plus d'un demi-siècle après les faits. Pour les victimes, ces excuses arrivent trop tard. Une leçon oubliée. Aujourd'hui encore, la thalidomide est utilisée pour traiter certains cancers et la lèpre. Dans des pays où les contrôles sont insuffisants, des cas de malformation continuent d'apparaître. Le scandale aurait dû changer l'histoire de la pharmacologie. Il n'a fait que la ralentir. Histoire 5, les enfants du Lebensborn nés pour le Reich. Le projet. Allemagne, 1935. Heinrich Himmler lance le programme Lebensborn. Son objectif est clair, créer une élite aryenne. Des maternités secrètes accueillent des femmes jugées, racialement pures, enceintes de soldats SS. Les enfants sont ensuite placés dans des familles sélectionnées par le régime nazi. L'expansion. Avec la guerre, le programme Lebensborn s'étend hors d'Allemagne. En Norvège, en France, en Pologne, des milliers d'enfants sont enlevés à leur famille parce qu'ils présentent des traits jugés aryens. Cheveux blonds. Yeux bleus. Peau claire. Leur identité est effacée. Leur nom changé. Leur langue interdite. Ils deviennent allemands par la force. Après la guerre. En 1945, le Troisième Reich s'effondre.
Les foyers Lebensborn ferment dans le chaos. Les archives sont détruites. Des milliers d'enfants se retrouvent sans passé, sans famille, sans origine claire. En Norvège, environ 12 000 enfants nés de pères allemands sont rejetés par la société. Insultés. Placés en institution. Considérés comme des traîtres dès l'enfance. Le silence. Pendant des décennies, ces enfants vivent dans la honte. Certains subissent des violences. D'autres sont stérilisés de force. Gisela Edenreich, née en 1943 dans un foyer Lebensborn, découvre la vérité à l'âge adulte. Elle devient l'une des premières à briser le silence et à témoigner publiquement. La reconnaissance tardive. En 2018, le gouvernement norvégien présente des excuses officielles et accorde des indemnisations. Mais pour beaucoup, l'identité volée ne pourra jamais être réparée. On estime à près de 200 000 le nombre d'enfants affectés par le programme Lebensborn en Europe. Histoire 6, les irradiés de Goiânia, l'accident oublié. Le début. Brésil, septembre 1987. Deux ferrailleurs pénètrent dans une clinique abandonnée à Goiânia. Ils y trouvent un appareil de radiothérapie. À l'intérieur, une capsule contenant du césium-137, extrêmement radioactive. Ignorant le danger, ils l'emportent chez eux. La lueur bleue. La capsule est ouverte. Une poudre blanche s'en échappe. Dans l'obscurité, elle émet une lueur bleue fascinante. Les ferrailleurs pensent avoir trouvé quelque chose de précieux. Ils montrent la poudre à leurs proches, à leurs voisins. Certains s'en mettent sur la peau. Les enfants jouent avec. Ils trouvent ça beau. Personne ne comprend que c'est mortel. Les premiers symptômes. Quelques jours plus tard, des dizaines de personnes tombent gravement malades. Vomissements. Brûlures. Chute de cheveux. Les médecins parlent d'infections alimentaires, de maladies tropicales. Ils se trompent. Le diagnostic correct n'arrive que le 29 septembre, lorsqu'un physicien identifie enfin une contamination radioactive massive. La catastrophe. Au total, 249 personnes sont contaminées. 4 meurent dans d'atroces souffrances. Des quartiers entiers sont évacués. Plus de 7000 tonnes de déchets radioactifs sont collectés et enterrés. Leidas Neves, 6 ans, meurt après avoir ingéré du césium. Son corps est si radioactif qu'il est placé dans un cercueil de plomb. L'après. Les survivants sont rejetés. On refuse de les employer. On les évite. Certains sont agressés par peur de la contamination. Des décennies plus tard, beaucoup souffrent encore de cancer et de maladies chroniques. L'accident de Goiânia est l'une des pires contaminations radioactives civiles de l'histoire. Pourtant, il reste largement méconnu. Histoire 7, le monstre de Fritz, 24 ans d'enfer. La maison. Amstetten, Autriche. Une maison ordinaire, dans une rue calme. Rien ne la distingue des autres. Sous le sous-sol, pourtant, se cache un bunker secret. Insonorisé. Verrouillé. Invisible. Personne ne se doute de ce qui s'y passe. La prisonnière. 28 août 1984. Elisabeth Fritz, 18 ans, est attirée au sous-sol par son père, Joseph Fritz. Il la drogue. Il la frappe. Il l'enferme dans le bunker. Il lui annonce qu'elle ne reverra jamais la lumière du jour. Personne ne sait qu'elle est là. La question finale. Comment un tel enfer a-t-il pu durer 24 ans sans que personne n'intervienne? Les voisins n'ont rien vu. Les autorités n'ont rien remarqué. Les signaux d'alerte ont été ignorés. Le système a échoué à tous les niveaux. Conclusion finale. Cette histoire. Cette vérité réelle, longtemps cachée. Cette tragédie humaine qui aurait pu être évitée. Des bébés volés. Des cobayes sacrifiés. Des enfants enterrés sans nom. Des médicaments mortels. Des identités effacées. Des radiations oubliées. Une prisonnière invisible. Ces récits ont un point commun, le silence. Le silence des institutions. Le silence des témoins. Le silence de ceux qui savaient et n'ont rien dit. Raconter ces histoires, c'est refuser l'oubli. C'est rappeler que la vérité finit toujours par émerger, même des décennies plus tard. Et que la justice, même imparfaite,
commence par la mémoire. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la. Parce que ce souvenir, c'est déjà résisté.